Les Vases d'Ussé, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Samedi 14 juillet. Avant de quitter Porto, la famille s'accorda une matinée plage et partit en direction de l'océan après avoir mis leurs valises dans le coffre de la voiture. Ils arrivèrent à Foz do Douro, le lieu où le fleuve se jetait dans l'océan Atlantique, et un quartier riche bordé par des kilomètres de plage. Ils passèrent à côté du Forte São João Batista, une fortification construite au XVIe siècle pour protéger Porto. Puis du Forte São Francisco Xavier, appelé aussi Castelo do Queijo, le château du fromage, juché sur un énorme rocher face à l'océan. Ils y firent une halte pour contempler les vagues qui se heurtaient contre les rochers avec fracas et pour se balader sur la plage de ce lieu préservé. À 2 minutes à pied du fort se trouvait le Sea Life Porto et ses 32 aquariums. François et Éléonore voulaient faire plaisir à leurs enfants qui, sans rechigner, les suivaient toujours dans leurs promenades parfois interminables. Ils découvrirent avec ravissement les créatures marines et d'eau douce du site et purent nourrir une magnifique tortue verte, des raies et toucher des étoiles de mer. Dans la partie extérieure, il y avait aussi des pingouins et une zone de jeu où Lisa et Alex purent se défouler pendant que leurs parents profitaient de la terrasse extérieure avec une superbe vue sur l'océan. Leur objectif de la journée, Matosinhos, une petite ville portuaire et sa grande plage surveillée, étaient toutes proches. En y arrivant, sur la Plaza Cidade de Salvador, ils virent une immense sculpture représentant un filet de pêche en hommage aux pêcheurs risquant leur vie en mer. Cette sculpture était composée de matériaux souples et flexibles qui lui permettaient de bouger de façon fluide dans le vent, presque comme un filet de pêche dans l'eau. Ils garèrent la voiture un peu plus loin, à proximité de la plage de Matosinhos, le spot des surfeurs du coin. Éléonore avait voulu faire une surprise à Lisa et à François et leur avait réservé un cours de surf. Malheureusement, Alex était trop jeune pour en profiter. Il fallait avoir 5 ans au minimum. Mais elle avait prévu de quoi l'occuper. François, ravi de l'aubaine, se sentait néanmoins coupable de s'amuser avec Lisa pendant que sa femme resterait avec Alex sur la plage. Il savait pertinemment qu'elle adorait les sports de glisse. Il ne dit rien, mais avait une idée en tête. Éléonore regarda son mari et sa fille se préparer en souriant. Ils avaient l'air heureux tous les deux, et cela suffisait pour elle. Alex regardait sa sœur avec envie, mais il se laissa distraire rapidement par le jeu que lui proposa sa mère, et se détourna du spectacle des surfeurs. En revanche, certains surfeurs mirent plus longtemps pour détourner leur regard de la ravissante blonde qui jouait avec le petit garçon. La mère et le fils ne virent d'ailleurs pas le temps passer. Éléonore fut même surprise quand elle vit revenir François et Lisa, enchantés de ce premier cours de surf. L'un comme l'autre avait maîtrisé les bases rapidement. « C'est déjà fini ?» constata Éléonore souriante. « Oui, et c'est à ton tour maintenant. »« Non, je n'ai réservé que pour vous deux. »« Mais moi je l'ai fait pour toi, mon amour. »« Hors de question que tu restes sur le bord. Allez, oust !»« Pas de discussion, » rétorqua François en l'enlaçant avant de la pousser en direction du moniteur qui attendait son élève. « Bon, ok, » dit la jeune femme en prenant la main de François. « Mais, tu sais, j'ai déjà surfé. Il y a un moment, c'est vrai. Je vais voir si je tiens encore debout sur une planche. »« Tu feras sûrement mieux que nous. Va voir avec le moniteur, il s'adaptera. » Éléonore se dirigea vers le moniteur qui la regardait arriver, subjuguée par le physique de sa nouvelle élève. Elle discuta un moment avec lui avant d'enfiler la combinaison fournie pour la leçon. Le sourire du surfeur s'était encore élargi. Après un échauffement, le moniteur testa le niveau de la jeune femme. Elle connaissait déjà son pied avant et savait qu'elle était goofy. Il vérifia qu'elle savait identifier les pics avant de se rendre dans l'eau. Il la fit toutefois d'abord surfer une mousse en restant couchée sur sa planche. Elle se plaça bien perpendiculairement à la mousse et rama pour prendre un peu de vitesse. Elle avait bien réparti son poids, et la vague la prit avec elle. Elle avait repéré une mousse plus puissante et le courant. Elle réussit un parfait take-off, se redressa sur la planche et tint en équilibre jusqu'au bout, orientant sa planche vers la gauche ou la droite en utilisant ses appuis et mettant plus de poids sur les talons ou les pointes de pied pour engager un petit changement de direction. François observait à distance et constata qu'effectivement, elle avait déjà surfé. Il avait hâte de voir la suite. Le moniteur emmena son élève un peu plus loin au large pour surfer des vagues vertes et pas seulement des mousses. Il l'observa pour vérifier sa capacité à ramer efficacement, pour se placer au bon endroit sur le spot et se replacer, car la vague verte était plus difficile à attraper.
Cela demandait une bonne lecture de vague et une bonne vitesse afin que la vague ne lui échappe pas. Mais là encore, elle avait une bonne technique de rame et répartissait bien son poids sur la planche pour limiter les frottements et ne pas la faire freiner. Elle avait passé les mousses en ramant et en restant couchée sur sa planche, en utilisant la technique du push-through, qui consistait à mettre du poids sur l'avant de la planche en plaçant ses mains à plat, à hauteur des pectoraux, et en cambrant le dos pour éviter que la mousse ne retourne la planche. Lorsque les vagues étaient devenues plus grosses, elle s'était mise en mode pompage, pour laisser passer l'eau et l'énergie de la vague entre la planche et elle. Elle avait bien contourné la zone de déferlement pour se placer dans la zone de take-off pour passer la barre. Elle avait la bonne technique et le bon physique. Son take-off fut rapide et fluide. Elle surfa la vague et descendit sur sa face, prenant de la vitesse grâce à la gravité. Le moniteur resta médusé, comme François, sur la plage. Elle avait une bonne lecture de vagues et était capable de sélectionner les bonnes vagues, au lieu de se ruer sur tout ce qui bouge, en utilisant un courant pour se rendre au large. Mais le temps passait. Il voulut quand même poursuivre son test. Elle lui avait confié avoir le niveau vague de bronze, mais il voulait voir si elle pouvait faire mieux. Il lui proposa de recommencer en surfant down the line, c'est-à-dire surfer parallèle à la plage, afin de rester plus longtemps debout sur la vague que lorsqu'on fait un tout droit dans la mousse. Pour cela, elle allait devoir donner de l'angle à son take-off, c'est-à-dire se lever sur sa planche avec le nez de la planche qui pointe vers le bas de la vague, mais légèrement orienté dans la direction où elle souhaitait aller. Cela devait lui permettre de simplifier son take-off et de partir directement en direction de l'épaule. Mais elle allait devoir donner l'angle au take-off au dernier moment et ne pas ramer de travers sur la vague. Elle allait devoir aussi exécuter des push-through et des turtle rolls parfaits pour passer la barre de manière la plus efficace possible tout en contrôlant sa planche. Il observa attentivement. Elle repéra bien une vague qui ouvre et se plaça au bon endroit pour la surfer, ce qui lui laissa le temps de tracer une trajectoire avec une belle face à surfer. Qui plus est, elle ne se laissa pas seulement glisser, mais fut active sur sa vague, ondulant sur elle pour légèrement remonter et descendre, générant ainsi de la vitesse. À ce stade, on ne pouvait parler de virage, car elle était encore au milieu de la planche, mais elle traçait de bonnes trajectoires et effectua quelques bottom turns en bas de vague. Le moniteur était agréablement surpris par cette élève douée, qui plus est agréable dans les échanges et encore plus à regarder. Il lui fit part de ses remarques sur son niveau qu'elle avait sous-évalué. Éléonore lui répondit simplement avec son sourire désarmant habituel qu'elle avait eu de la chance sur la dernière vague qu'elle avait surfée. Elle lui restitua son matériel et le remercia chaleureusement d'avoir accepté de l'ajouter à son planning. François était venu à sa rencontre et la saisit au niveau de la taille pour la soulever presque à bout de bras. Elle se laissa glisser tout contre lui et entr'ouvrit les lèvres pour le baiser passionné qu'il lui réservait. Petite cachetière, encore un talent caché. Pour quelqu'un qui n'a pas surfé depuis longtemps, tu sembles avoir surpris le moniteur. Décidément, c'est la deuxième surprise en 2 jours. Jamais 203. Que vas-tu me réserver demain ? Je ne sais pas encore, mon cher mari. En fait, je ne cherche pas à te dissimuler quoi que ce soit. Je sais. C'est aussi cette part de mystère qui fait ton charme. Il y a sûrement des choses que je ne t'ai pas révélées sur moi, parce que je n'y pense pas, tout simplement, comme toi, j'imagine. En disant cela, il la contemplait avec des yeux pleins d'amour. Elle représentait tout ce qu'il avait toujours désiré, et même au-delà. Il l'aimait bien plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Après cette matinée de surf, ils allèrent déjeuner dans un des nombreux restaurants de poissons de Matosinhos, avant de remonter en voiture pour rejoindre leur destination suivante, Aveiro, la Venise portugaise. L'appartement qu'ils avaient réservé pour une nuit était en plein centre de la vieille ville. Arrivés en début d'après-midi, ils prirent le temps de prendre des billets pour une promenade en famille dans un des bateaux traditionnels de la ville, les moliceiros, de couleur vive sur les nombreux canaux, plus connus sous le nom de Ria de Aveiro, qui coupent les rues du centre historique. Cette promenade leur apprit que la Ria de Aveiro avait permis à nouveau d'ouvrir le passage vers la mer, bloqué en 1570 suite à une grande tempête. Cette tempête avait obstrué la sortie du fleuve Voga vers la mer, coupant court à toute activité portuaire et appauvrissant la ville dont la vie était liée au commerce avec la mer et à la production de sel, qui en avait fait l'un des ports les plus importants du Portugal depuis le Moyen Âge. Ce n'était qu'en 1808 que fut créé le canal de Barra ou Ria de Aveiro, permettant à la cité de retrouver son activité économique
et s'enrichir de nouveau rapidement, comme le prouvaient les nombreuses grandes bâtisses, souvent de style Art Nouveau, le long des canaux. Après cette visite aussi instructive qu'agréable, ils rejoignirent leur point de chute pour y déposer leurs valises et prendre une douche afin de se débarrasser du sel et du sable qui adhéraient encore à leur peau à tous. Le choix d'un appartement n'avait pas été un hasard. Le couple tenait à avoir une chambre séparée de celle des enfants. En attendant le dîner, parents et enfants firent une balade à pied en centre-ville après l'avoir vue depuis les canaux. Ils longèrent les canaux das Pirâmides, de São Roque et de Carritos Mercantes, dans le quartier des pêcheurs, avec de nombreuses maisons basses couvertes de céramique. Ils poussèrent jusqu'aux salines. Lisa et Alex se passionnèrent pour la récolte du sel et les histoires de la saline et de la ville par les sauniers. Au retour, ils passèrent par l'ancienne gare d'Aveiro, l'une des plus belles gares du Portugal, dont les façades extérieures et intérieures étaient recouvertes d'azulejos. À l'intérieur, une petite boutique vendait une des spécialités de la ville, les ovos moles, dont Éléonore prit une boîte pour que sa petite famille puisse y goûter. Ils étaient présentés dans une coque de pain azime, moulée selon des formes traditionnelles liées à la vie des pêcheurs locaux. La coque de ceux qu'elle avait achetés était des coquillages. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Alex. « Les ovos moles sont fabriqués avec des jaunes d'œufs, du sucre et de l'eau. Ça donne une pâte épaisse d'un beau jaune orangé enfermé dans une coque. »« Particulier, dit François. Grosso modo, du jaune d'œuf et du sucre. »« Bon résumé, rétorqua Éléonore avec un sourire. Pour un nom portugais, ça peut être une épreuve pour les papilles parce que le goût du jaune d'œuf est intense et c'est très sucré. Et surtout, il n'y a pas de pâte à tarte ou une génoise, enfin, un truc qui atténuerait ce goût très intense. On aime ou on n'aime pas. Elle leur en donna à chacun un pour qu'ils testent. Et effectivement, le goût ne fit pas l'unanimité. Seul Alex sembla apprécier. « Moi, je ne déteste pas, même si ce n'est pas ma pâtisserie préférée, avoua la jeune maman. Je préfère les pastéis de nata. Mais la plupart des Portugais aiment. Mais les goûts s'acquièrent avec la culture de notre pays, de notre région. Moi, j'adore le maroilles, le munster, le livaro ou le reblochon, mais essayez d'en donner à manger à un Britannique ou un Marseillais, vous m'en direz des nouvelles. Ou un camembert au lait cru à un Américain. Je préfère quand même les ovos moles à des insectes frits comme en Thaïlande, dit François Hillard. Ah, tu vois ? J'avoue que je suis française et pourtant, je n'aime pas les cuisses de grenouille. Moi non plus, et ça me rassure. Tu ne m'en serviras jamais, dit François en l'embrassant. Mais le goût de tes lèvres, j'adore. Et pas que tes lèvres. Ils reprirent leur promenade et allèrent jusqu'au marché aux poissons de style Eiffel, dans une grande halle transparente, sur le Largo da Praça do Peixe, où arrivaient tous les produits pêchés dans la région. Après en avoir fait le tour, ils allèrent vers le Ponte dos Laços de Amizade, littéralement le pont des liens d'amitié, aussi appelé Ponte dos Namorados, le pont des amoureux. Il était recouvert de milliers de rubans colorés. J'imagine que ces rubans ont la même signification que les cadenas du pont des Arts à Paris, dit François. C'est une bonne idée. C'est plus coloré et moins lourd pour le pont. Éléonore hocha la tête avec un sourire. Pourquoi faire demanda Lisa. Ces rubans sont accrochés là par des amoureux pour montrer qu'ils s'aiment. Regarde, ils écrivent même leur prénom dessus, lui répondit son père. Toi et maman, vous êtes des amoureux ? Oui, nous sommes très amoureux. Alors vous allez mettre un ruban ? Bien sûr, si tu en as un à me donner. Ben non, j'en ai pas. Maman, elle en a un de ruban. Autour de la boîte de gâteaux, intervint Alex. Bien vu, mon fils. Heureusement que tu es là. François s'approcha de sa femme, qu'il avait observée, les yeux embués depuis le début de l'échange avec Lisa, et l'enlaça pour l'embrasser. Chérie, tu veux bien me donner ce ruban et un stylo, s'il te plaît ? Elle s'exécuta de bonne grâce. François écrivit son prénom et confia le stylo à Éléonore pour qu'elle en fasse autant. Il reprit le stylo et ajouta un cœur entre leurs prénoms, au centre duquel il écrivit « Pour la vie ». Il le montra alors aux enfants. « Ça vous va comme ça ?» Lisa et Alex approuvèrent. « Mon amour, il ne reste plus qu'à l'attacher, mais il faut que nous soyons tous les deux. » Il lui tendit la main, lui confia le ruban et se plaça derrière elle, l'entourant de ses bras pour nouer à deux le ruban sur le pont. Il la sentait trembler tout contre lui.
Je t'aime, lui murmura-t-il, pour toujours et même au-delà. Oh François, si tu savais à quel point je t'aime, dit-elle en se retournant et en se blottissant contre lui, les larmes aux yeux. Ils échangèrent un très long baiser sous le regard ravi des enfants qui s'étaient accrochés à eux. La minute d'émotion passée, ils déambulèrent dans les rues commerçantes adjacentes à la recherche d'un restaurant ou dîner. Ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient non loin du Ponte dos Lavadores, à 600 mètres de l'appartement où ils allaient passer la nuit. Les enfants ne demandèrent pas leur reste et s'endormirent rapidement, laissant à leurs parents le champ libre pour la fin de la soirée. Et François avait bien l'intention de prouver son amour à son épouse en lui donnant du plaisir longuement et en savourant chaque instant. Il se pencha pour baiser ses lèvres tendrement, puis son cou, et ses mains parcoururent avec délice les moindres détails de son corps. Elle se serra contre lui signifiant le désir qu'elle avait de lui. Dimanche 15 juillet 2007. Leur prochaine étape pour plusieurs jours était Coimbra. Mais pour y aller, ils prirent la route côtière, passant par le port d'Aveiro, et devant la plage de la Barra, avec sa vaste grève près de laquelle se dressait l'imposant phare d'Aveiro, le plus haut du Portugal. Ils s'arrêtèrent un peu plus loin, à Costa Nova, un ancien village de pêcheurs rénové qui rassemblait sur son front de mer de nombreuses petites maisons en bois coloré sur pilotis ou simplement surélevées, rayées de vert, de bleu, de rouge, typiques de la région. Les Paleiros. L'endroit était très paisible et ils se promenèrent sur l'esplanade plantée de palmiers, préférant le côté ria, plus abrité du vent. Après le déjeuner, ils poursuivirent leur itinéraire sur la route des plages jusqu'à Praia de Mira et sa lagune, la Barinha de Mira, autour de laquelle ils se promenèrent un bon moment avant de reprendre leur route vers Coimbra. Ils arrivèrent vers 14h30 à l'hôtel en plein centre-ville où ils avaient réservé une suite avec 2 chambres. Éléonore connaissait très bien la ville et savait où emmener les enfants pour les distraire. « Les enfants, qu'est-ce que vous diriez de voir tous les monuments du Portugal en miniature ?»« Oui, oui !» s'exclama Alex en sautant sur son lit. « Alors descends de là, on y va. Et en plus, c'est à 1/4 d'heure à pied. »« Chouette, pas besoin de la voiture, » dit François en attrapant sa femme au passage pour la serrer contre lui. « Et elle ne va pas bouger pendant 2 jours, lui répondit-elle. Ça mérite bien un baiser. Même plus, mais ce sera pour ce soir. Quand les enfants dormiront, ajouta-t-il tout bas, en lui mordillant le lobe de l'oreille. De leur hôtel, ils descendirent jusqu'au Rio Mondego, qu'ils traversèrent par le Ponte de Santa Clara, avant de parvenir 50 mètres plus loin, au Portugal dos Pequenitos, le plus ancien parc à thème du pays. Les enfants s'en donnèrent à cœur joie dans les maisons et monuments de leur taille. Cet espace ludique et éducatif était composé de pavillons thématiques représentant les pays lusophones actuels, l'Inde et Macao, avec des collections de pièces représentatives de sa faune et de sa flore, de l'ethnographie, de l'artisanat, mais aussi les monuments les plus significatifs du Portugal continental et insulaire, reproduits en miniature, Coimbra et son histoire, et les maisons traditionnelles de différentes régions du pays. Au retour, Éléonore les fit passer par la porte d'Almedina, surmontée d'une tour, vestige de la ville médiévale. Elle les emmena par la Rua Ferreira Borges jusqu'à la Rua Visconde da Luz et la Praça do Comércio, l'ancienne place du marché de la ville, l'une des places les plus impressionnantes du Portugal et le cœur de Coimbra. Ils s'y attardèrent à la terrasse d'un café, en regardant les façades des maisons voisines qui avaient longtemps été celles d'artisans. À son extrémité nord se dressait l'église romane de São Tiago, reconstruite et redécorée à plusieurs reprises selon différents styles qui, finalement, se mariaient bien ensemble. Les locaux venaient se poser autour de la fontaine pour profiter de l'ambiance. « L'atmosphère est plutôt relaxante, » constata François. « Il y a beaucoup moins de touristes qu'à Porto. Et ce qui rend cette ville vraiment fun, c'est de croiser des étudiants avec leur cape noire pendant l'année scolaire. On a l'impression de voir les personnages d'Harry Potter. Mais là, ce sont les vacances. Tu sembles avoir une affection particulière pour cette ville. » « En effet, je l'aime bien. Coimbra est une petite ville dont on a assez vite fait le tour, mais c'est une ville qui a longtemps été considérée comme le centre culturel et intellectuel du Portugal, un peu hors du temps, qui a inspiré des poètes et des écrivains célèbres. Elle est pleine de vieilles traditions comme celle du fado, et aussi des traditions estudiantines. Il y a plein de beaux bâtiments anciens,
pour la plupart de l'époque manueline. Et en soirée, la ville a une atmosphère différente, plus calme, plus reposante. Tu sais que nous travaillons déjà sur des projets communs avec l'Escola Superiore di Enfermagem de Coimbra, dans l'optique de la prochaine réforme des études d'infirmiers et l'universitarisation. Nous avons des tas de choses à apprendre de nos collègues portugais, comme avec nos collègues italiens du Corso di Laurea di Infermieristica de Cuneo et nos collègues belges de Liège. Je l'ignorais. Finalement, tu me parles rarement de ton travail de formateur. Tu en sais plus sur mes activités et mes recherches que je n'en sais sur les tiennes. Parce que nous avons bien d'autres sujets de conversation lorsque nous sommes ensemble, ou d'autres activités. Mais toi, tu lis tous mes articles, tu fais des commentaires, tu amènes tes corrections, tu les traduis. Et j'aime le faire. Toi, tu ne peux pas lire mes articles puisque jusqu'alors je n'en ai pas écrit. Mais ne t'inquiète pas, le jour où ça arrivera, je te les ferai lire. Si nous allions dîner maintenant. Oui, tu as raison. Il y a plein de restaurants tout autour. Nous devrions trouver notre bonheur. Je sais où je vais vous emmener. Suivez le guide. Éléonore les emmena à une 50aine de mètres dans un très petit restaurant qui servait une cuisine familiale avec des plats portugais succulents. Qui plus est, leur hôtel était à 300 mètres. En rentrant, Éléonore fit prendre sa douche à Alex, puis y envoya Lisa. Quand les enfants furent couchés, elle vint poser sa tête sur l'épaule de François qui semblait songeur. « Tu as l'air soucieux, chérie. » Je repensais à notre conversation sur la place. Tu as dit que je ne pouvais pas lire tes articles parce que tu n'en avais pas écrit. Mais tu as rédigé plusieurs rapports et un mémoire à l'IFCS. Je n'ai même pas lu ton mémoire. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, je te le donnerai à lire en rentrant. Mais si tu ne le fais pas, je ne t'en voudrais pas. Mais moi, je m'en voudrais. Je veux tout partager avec toi. Toi, tu es toujours là pour me soutenir, chaque jour. Mais toi aussi, tu es toujours là pour moi quand il le faut, François. Pas assez, dit-il en étreignant. Je t'aime tant, mon amour. Moi aussi, je t'aime à la folie, répondit-elle en se blottissant contre lui. Et j'ai confiance en toi comme tu as confiance en moi. Tu cherches toujours à me protéger, et moi je fais tout mon possible pour te protéger des soucis du quotidien, car tu as bien d'autres choses à faire. Nous nous aimons et nous nous désirons toujours autant. Nous voulions que notre relation dure, et nous avons tout fait pour cela. Nous faisons chacun des concessions. J'ai souvent l'impression que tu fais plus de concessions que moi. C'est une impression. Alors arrête de te triturer les méninges et embrasse-moi. Parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, tu m'avais promis un baiser en début d'après-midi. Je t'avais promis même plus quand les enfants dormiraient, répondit-il en se jetant sur elle pour la couvrir de baisers. Lundi 16 juillet 2007. Comme souvent, Éléonore était réveillée la première et avait déjà fini sa séance de yoga matinale quand tout le reste de la famille émergea. Après le petit déjeuner, la jeune femme annonça le programme de la matinée. Ce matin, professeur Vaas, visite de l'université de Coimbra, l'une des plus vieilles du monde avec Oxford, la Sorbonne et l'université de Bologne. À sa création, seul le droit et la médecine y étaient enseignés. C'est vrai que tu m'avais promis de m'emmener dans cette fameuse bibliothèque, il y a de ça 2 ans quand nous étions à Dublin. La bibliothèque Joanine ? Oui, tu vas la voir. Ils reprirent la rue do Arco al Medina, puis commencèrent à monter vers la Sé Vella, la vieille cathédrale du XIIe siècle, avec son imposante structure romane aux influences orientales. De l'extérieur, elle ressemblait à une forteresse médiévale, avec ses murs crénelés et ses fenêtres étroites. Éléonore leur indiqua la magnifique Porta Especiosa, de style Renaissance, sur la façade nord de l'édifice. Cette porte est l'œuvre d'un artiste français, Jean de Rouen, en portugais, João de Rouen, qui était un sculpteur actif en Normandie avant de venir travailler au Portugal à la demande du roi Manuel Ier. Il avait fait son apprentissage sur les chantiers de Gisors et de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il a aussi participé à la construction du monastère de la Serra do Pilar, que vous avez vu à Villanova de Gaia. Ils firent une halte pour découvrir à l'intérieur de la Sé son magnifique retable en bois sculpté doré de style gothique flamboyant du XVIe siècle, ses fonds baptismaux manuélins exceptionnellement bien travaillés et son cloître mêlant les influences romanes et gothiques. Alors qu'à l'extérieur, il y avait plein de monde, il y régnait une ambiance apaisante et calme. On n'entendait pas un bruit. Le soleil éclairait le magnifique cloître,
véritable oasis de fraîcheur. Ils furent d'ailleurs éblouis lorsqu'ils en ressortirent. Ils poursuivirent leur ascension par la Rua Borges Carneiro et sur le côté de la vieille cathédrale. Éléonore leur fit remarquer la présence d'un vieil olivier. Habitués à la montagne, ils grimpèrent facilement les ruelles escarpées jusqu'à l'université, le trésor de Coimbra, couronnant le sommet de la ville dans les anciens murs du palais d'Alcaçove. La jeune femme les amena directement à la bibliothèque Joanina du XVIIIe siècle, un vrai joyau avec son opulence d'inspiration baroque, ses magnifiques peintures en trompe-l'œil, ses plafonds décorés de peintures illustrant divers thèmes allégoriques liés à l'université de Coimbra et son histoire. Elle se composait de 3 salles de lecture en enfilade aux murs revêtus de belles étagères en chêne du Brésil et en teck d'Asie, remplies de livres anciens et ornées de superbes motifs dorés, pas moins de 300 000 ouvrages, des reliques ancestrales impeccablement conservées. Ces livres n'étaient d'ailleurs pas simplement exposés pour le plaisir des yeux, la bibliothèque Joanina étant toujours utilisée par des étudiants et des universitaires qui venaient consulter ces précieux volumes. Je vais vous raconter une anecdote sur cette bibliothèque, dit Éléonore aux enfants. Tous les soirs, les gardiens recouvrent les tables d'une bâche en cuir pour la nuit. Pourquoi dirent en chœur les enfants. Oui, pourquoi insista François. Pour les protéger des déjections des chauves-souris. Enfin, le caca des chauves-souris qui pourrait abîmer le bois, précisa-t-elle pour les enfants. Ils devraient chasser les chauves-souris, ce serait plus simple, dit Lisa. Surtout pas, parce que les chauves-souris mangent les insectes et les empêchent d'abîmer les livres. Elles vivent dans la bibliothèque et rendent de grands services. Et c'est très écologique, insista leur père. En tout cas, tu avais raison, cette bibliothèque est certainement la plus belle que j'ai vue jusqu'alors. Ils ne manquèrent pas de visiter différents endroits de l'université. Ils entrèrent donc dans le bâtiment principal, le Passo das Escolas, pour accéder à la grande salle des actes qu'ils découvrirent depuis les petits balcons de la galerie, atteinte grâce à l'escalier partant de la longue arcade de la Via Latina. Le plafond de cette immense salle était couvert de panneaux et les murs décorés de grandes toiles représentant les rois du Portugal. C'est dans cette salle qu'a lieu chaque année la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire et l'intronisation du rector magnificus, ou le président de l'université, c'est-à-dire celui qui la dirige, expliqua Éléonore aux enfants. Les docteurs prennent place sur les bancs que vous voyez adossés au mur et le recteur, lui, trône sur la chaire. Si votre papa travaillait ici, à Coimbra, au lieu de travailler à Rouen, chaque année, à la rentrée, il serait assis là. Je m'y vois tout à fait, précisa François. C'est aussi dans cette salle que les étudiants soutiennent leur thèse pour devenir docteurs en médecine, comme papa. Et comme dans une église, les étudiants et les invités se tiennent là-bas, à l'arrière, sur les bancs disponibles. Et les balcons où nous sommes demanda François. C'est de là que les femmes pouvaient observer ces cérémonies exclusivement réservées aux hommes à l'époque. Dans l'enceinte de l'université se trouvait aussi l'impressionnante chapelle de San Miguel, un exemple frappant de l'architecture religieuse du pays, avec ses azulejos bleus et blancs, son autel doré et son grand orgue baroque à couper le souffle. J'imagine que dans un pays catholique comme le Portugal, cette chapelle est toujours utilisée, déclara François. Tu imagines bien, chérie. Elle accueille encore des concerts et des services religieux. Et cette tour, demanda-t-il en montrant l'édifice. Cette tour s'appelle la tour de la Chèvre et est du XVIIIe siècle. Elle est l'un des points de repère les plus emblématiques de Coimbra. Si tu veux savoir pourquoi, il faut grimper. Combien de marches 180 marches jusqu'au sommet, répondit Éléonore. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On y va? Bah oui, répondit Lisa. Et toi, Alex, avec tes petites jambes? Si Lisa peut le faire, moi aussi, rétorqua le petit garçon. Je suis pas un bébé. Eh bien, c'est parti. L'effort en valait manifestement la peine au vu des grands sourires à l'arrivée. La vue panoramique sur la ville et le fleuve Mondego était tout bonnement spectaculaire. Sortis de l'université par la porte à Ferrea, la porte de fer, ils dénichèrent un restaurant où faire leur pause déjeuner. Ensuite, ils marchèrent tout droit jusqu'à la Praça Dom Ginis, avant de descendre vers l'aqueduc du XVIe siècle, pour arriver à l'entrée du jardin botanique commandé par le marquis de Pombal et disposé en terrasse sur les pentes de la vallée du Mondego. Véritable poumon vert de la ville, le parc possédait de nombreux bassins, des fontaines, des statues et d'innombrables plantes venues des 4 coins du monde et plusieurs serres exotiques. Créées pour étudier les plantes médicinales,
Le jardin botanico de l'université de Coimbra, qui s'étendait sur 13 hectares, était un havre de paix, un milieu du bruit et de l'agitation. La famille profita de ce moment de détente et de ce lieu qui leur offrit des coins d'ombre bienvenus. Ils empruntèrent les petites ruelles typiques de Coimbra pour redescendre tranquillement vers le centre-ville, en reprenant le même chemin qu'à l'aller jusqu'à la vieille cathédrale. Éléonore leur montra un nom de rue. « Je ne vous ferai pas descendre par cette rue. Essayez de deviner pourquoi. »« Escara quebra costas. »« Je ne vois pas, rétorqua François. En revanche, je constate que ça descend bien. » Lisa, une idée? Escala, c'est presque comme scala en italien, un escalier. Et costa, ça peut vouloir dire côte. En italien, c'est costole. Ça se ressemble un peu, mais quebra, je ne sais pas. Tu chauffes, dit sa mère. Mais je vais vous le dire. Ça veut dire escalier brise-côte. Tu vois, tu y étais presque, Lisa. En français, on dirait plutôt escalier casse-cou. Pourtant, les étudiants passent beaucoup par là. Ils empruntèrent la Rua dos Cucinos, qui les mena devant l'ancien mur du palais Sobre-Ribas, puis à la massive Torre Gianto, un vestige de l'enceinte médiévale et aussi un espace réservé à l'histoire du fado. En continuant à descendre par les ruelles, ils parvinrent au monastère de la Sainte-Croix, d'architecture romane et baroque, dont le porche Renaissance impressionna François, tout comme l'intérieur, avec ses clés de voûte, sa décoration baroque d'azulejos et son orgue rouge. Ils enchaînèrent avec le Jardin de Manga, ou cloître de Manga, de l'autre côté de la place, surprenant avec sa couleur jaune et sa forme avec un dôme central, soutenu par des colonnes et des contreforts latéraux d'une symétrie irréprochable. Du cloître, ils rejoignirent la Rua da Sofia, classée comme l'université au patrimoine mondial de l'UNESCO, puis leur hôtel. Après une douche bienfaisante, ils allèrent dîner dans le même restaurant que la veille et rentrèrent tôt pour que les enfants se reposent. François et Léonore s'étaient installés dans le canapé de la suite, profitant du répit que leur offrait le sommeil des enfants. « Tu m'avais dit, lorsque nous visitions la Old Library il y a 2 ans, que la bibliothèque de Coimbra était splendide, et tu n'as pas menti, chérie. »« Mais je ne te mens jamais, mon amour. Coimbra est une ville universitaire avec un charme bien à elle. D'ailleurs, comment la connais-tu aussi bien ? La communauté portugaise est importante dans l'agglomération rouennaise. J'avais beaucoup d'amis portugais à Rouen lorsque j'étais étudiante, et je les ai toujours, même si nous avons chacun fait nos vies. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris leur langue. J'avais eu aussi l'occasion de venir au Portugal en vacances, et j'avais aimé le pays et les gens. Et pendant mes études d'infirmière, j'ai négocié un stage en 3e année, ici, à Coimbra. J'ai donc passé 4 semaines au Centro Hospitalar e Universitario, dans un service de chirurgie. J'y ai côtoyé des étudiants et j'avais sympathisé avec certains qui m'ont fait connaître leur ville et les traditions des étudiants. Quoi en particulier ? Déjà, les quelques 20 000 étudiants de l'université de Coimbra font entièrement partie de la vie de la ville. Les habitants ont l'habitude de les voir, habillés de la célèbre capa, la cape noire. Dessous, les étudiants portent une chemise blanche et une cravate noire, avec un costume noir pour les garçons et un tailleur noir pour les filles. Tous ne portent pas systématiquement le costume, mais c'est souvent le cas. Et on peut savoir de quelle faculté ils sont grâce à la fita, un ruban qu'ils accrochent à leur cape. Ce ruban est rouge pour les étudiants en droit, bleu pour ceux de lettres et jaune pour les étudiants en médecine, par exemple. Quelquefois, la cape est déchirée par endroits, mais ça a une signification. Ah oui, laquelle ? La coutume veut que l'étudiant ou l'étudiante découpe un peu la cape à chaque déception amoureuse. « Il doit y en avoir qui finissent en lambeaux », s'exclama François en riant. Effectivement, la ville vit au rythme des universitaires tout au long de l'année. Il y a par exemple des grandes colocations étudiantes qu'ils appellent des républiques, organisées par région ou spécialité, qui ont chacune leur drapeau ou symbole accroché à leurs fenêtres et balcons. Les terrasses de la Plaza da República et devant l'ancienne cathédrale sont très animées le soir, comme les cafés et les discothèques. C'est sûr que c'est moins flagrant chez nous. C'est au mois de mai qu'a lieu le summum des festivités avec la fin de l'année universitaire. Le premier jeudi, aux 12 coups de minuit, les étudiants qui ont achevé leur cursus brûlent symboliquement leurs rubans de couleur. C'est la Queima das Fitas, le brûlage des rubans, qui donne lieu à une grande fête pendant une semaine, avec le défilé des nouveaux admis,
des bals, des excursions jusqu'à l'Atlantique, à Figueira da Foz, qui est la station balnéaire de Coimbra, et celle des étudiants, des concerts, etc. J'ai eu la chance de faire mon stage à cette période. J'ai une pensée pour les étudiants à qui tu as dû tourner la tête pendant un mois et qui ont certainement entaillé leur cap à cause de toi. Tu as raison, j'en ai conduit un certain nombre, en fait, tous. Je t'attendais, toi, rétorqua Éléonore, en plongeant son regard vert dans les yeux si bleus de François. C'est étonnant que je ne t'ai jamais croisé à l'époque lorsque je venais donner des cours à l'IFSI, puisque j'ai souvent remplacé les chefs de clinique censés les assurer. Ou même en stage, ou lorsque tu étais en dermato. J'y suis venue quelquefois pour des avis. J'aurais craqué tout de suite, car à l'époque, je n'avais pas envisagé de mission humanitaire. Je n'aurais pas hésité pendant des semaines. Crois-moi, dès le premier verre ou le premier resto, je ne t'aurais pas laissé en plan devant ta porte comme je l'ai fait. Et moi, je t'aurais cédé. Et tu m'aurais plaqué le lendemain matin, comme toutes tes anciennes conquêtes. Je suis sûre que non, parce que faire l'amour avec toi aurait été quand même la plus belle expérience de ma vie, comme ça l'a été en 99. C'était notre destin de nous rencontrer seulement en 99 et pas avant. Et à chaque fois que je te fais l'amour, je ressens toujours ce plaisir intense que toi seul peux me donner. Jamais je n'ai désiré une femme comme je te désire, toi. Et encore tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être là. Éléonore baissa les yeux, et son érection était si évidente qu'elle eut aussitôt la preuve qu'il disait la vérité. Elle eut un sourire ravi. François se pencha alors vers elle et posa ses lèvres sur les siennes pour un long baiser passionné. Mardi 17 juillet 2007. Comme à son habitude, Éléonore était la première levée. « Debout tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une activité tous ensemble. »« Qu'est-ce que tu nous as mijoté encore » demanda François d'une voix ensommeillée. « Une descente de la rivière Mondego en kayak. Hier vous avez beaucoup marché, aujourd'hui je prends soin de vos pieds. »« Trop aimable, Madame Vasse. D'ailleurs, un massage de mes pieds serait le bienvenu. »« Si je te fais un massage des pieds maintenant, tu vas te rendormir, pas question. »« Mais je te promets un massage spécial ce soir, » ajouta-t-elle à voix basse. « Enfile ton maillot de bain. Ça pourrait être utile et une tenue qui peut supporter d'être mouillée, chaussures comprises. » Elle alla s'occuper des enfants pendant qu'ils se préparaient. Le rendez-vous était à 9h45 près du pont de Santa Clara. Ils avaient le temps de prendre leur petit déjeuner tranquillement. Lorsqu'ils étaient arrivés au point de rencontre, il n'y avait encore personne. Le chauffeur était juste un peu en retard, et il les emmena en 40 minutes par une route sinueuse qui rappelait un peu celle des gorges de l'Ardèche, à travers un paysage de moyenne montagne à Penacova. L'érosion provoquée par le fleuve donnait aux roches de la rive l'aspect de rangées de livres sur les étagères d'une bibliothèque, d'où son nom de Livraria do Mondego. Après les instructions données par les guides, la descente commença vers 11h au barrage de Carvoeira, 500 mètres en dessous de la plage fluviale de Penacova. Éléonore avait pris Lisa avec elle pendant que François prenait Alex. Ils effectuaient cette excursion en kayak avec un autre groupe de 4 personnes, un couple d'Australiens et 2 amis belges. Ils s'arrêtèrent pour la pause déjeuner vers 13h. Les discussions s'étaient facilement engagées dans le groupe. Les Australiens, notamment, avaient été ravis de pouvoir échanger avec Éléonore et François, qui parlaient parfaitement leur langue, et d'échanger avec la jeune femme sur leur ville, Sydney. Un peu surpris d'apprendre à quelle occasion elle avait visité leur ville, et aussi qu'elle avait travaillé avec les membres du groupe INXS. Elle avait aussi surpris les Belges par sa connaissance de leur capitale, fréquentée plusieurs fois pendant la tournée avec Mylène Farmer. Tout le long de la descente, ils purent admirer la beauté naturelle de la vallée du Mondego, Ribordosa, Loredo, Fortucanero et Casal, au milieu des forêts, avec les rochers et les plages naturelles de la rivière, où ils purent s'arrêter et se baigner. Le bar de la plage de Casal leur offrit également la possibilité de s'arrêter pour un snack, une bière notamment pour les Belges et une crème glacée pour les enfants. Cette partie de la rivière avait un léger courant, rendant la progression facile. Vers 15h30, le groupe était arrivé à Torres do Mondego, à 18 km de leur point de départ. Les 7 derniers kilomètres jusqu'à Coimbra s'avérèrent un peu plus compliqués du fait de l'élargissement de la rivière, de l'absence de courant et d'un vent de face produisant une légère ondulation.
Mais le groupe endura allègrement cette distance et eut le privilège d'entrer dans Coimbra par la rivière, apercevant la tour de l'université de loin. Ils étaient tous arrivés vers 17h30 et s'étaient donné rendez-vous pour dîner ensemble dans le petit restaurant de la Plaza do Comercio, où Éléonore fit sensation en arrivant dans une courte robe portefeuille prune à fines bretelles qui mettait en valeur ses yeux émeraudes, sa peau bronzée et ses longues jambes sublimées par des sandales à talons.